Bonsoir. Alors, merci d'être venu à cette rencontre avec Jo Briand. Il m'a demandé de le présenter et de présenter aussi son livre. Donc voilà, c'est pas une façon pour moi de tenir le crachoir trop longtemps, mais je suis content et je le remercie parce que j'ai lu ce livre hier. Et voilà, il est très riche, c'est un livre extrêmement dense, avec beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres, beaucoup de faits, avec des dates. Et en fait, il faut vraiment revenir aux fondamentaux quand on parle d'histoire pour comprendre l'actualité. C'est pas pour autant que c'est indigeste, mais ça permet vraiment d'être devant la réalité. Parce qu'avec les discours idéologiques qui noient le poisson, quand on revient aux faits, c'est précieux. Voilà, donc, c'est un livre d'une grande simplicité à lire et qui nous met aussi les yeux et l'esprit dans des réalités qu'on ne voudrait pas forcément toujours connaître ou se souvenir pour ceux qui les connaissent déjà. Dans un premier lieu, je vais donc présenter Jo. La première fois que je t'ai rencontré, c'était quand tu animais un café philo au Bonobo, oui. À la Villeneuve. Ça devait être en fin 97 ou en 98. Non, oui, ça a duré 3 ans, entre 96 et 99. Sur la place du marché. Sur la place du marché de la Villeneuve. Voilà. Puis après, je t'ai régulièrement croisé sur la place devant l'église Saint-Louis, dans des manifestations, etc., et en train de prendre la parole. Je te connaissais en tant que professeur de philosophie militant. Pour des causes diverses qui touchent tous à la solidarité, quoi. Voilà. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'après, je t'ai retrouvé dans l'organisation en 2006 de la Semaine mondiale de la Terre, organisée par Léla, une amie. Et là, tu revenais d'Amérique du Sud. Et ce que j'ai aimé, c'était aussi ton ouverture sur les cultures, sur les peuples indigènes. Ici, on est à l'Avina. Un des axes de l'Avina, c'est la défense des peuples indigènes par rapport à leur culture précieuse. Cette ouverture est même sur une dimension spirituelle. Et pour moi, c'est important parce que j'avais rencontré beaucoup de militants qui avaient tendance à faire l'impasse sur le côté spirituel et puis aussi droit des peuples indigènes. Souvent des dictatures comme ça, on niait cette dimension spirituelle de l'individu, sont liées à la nature sacrée, à la terre sacrée, et sont liées aux cultures indigènes. Voilà, donc j'ai apprécié cet humanisme profond, où c'était pas une idéologie qui arrêtait tout, et voilà, une idéologie écrasante. Je vais lire rapidement la présentation à la couverture, à la 4e couverture de ton livre. Jo Briand, ex-professeur de philosophie et sociologie et co-animateur du Centre d'information Interpeuple de Grenoble, c'est important, association de solidarité internationale, entre son premier engagement contre la sale guerre d'Algérie et son soutien absolu aux sans-papiers, il a participé à de nombreux comités contre le néocolonialisme, le racisme anti-immigré, la guerre du Golfe, l'oppression coloniale des peuples palestiniens, timorés, sahraouis. Il a publié 6 ouvrages, Chili au quotidien, l'Harmattan 1987, Ces Indiens qui veulent vivre, La pensée sauvage. Alors ici, on est sous les locaux de La pensée sauvage, et on a notre ami Alain Geoffroy, qui soutient vraiment l'action de l'Avina. Parole d'un voyageur solidaire, l'Harmattan 2000, c'est suite à ce livre qu'il a rencontré pour la Journée mondiale de la Terre. Bien sûr. Mes luttes, nos luttes pour un autre monde, La pensée sauvage à nouveau en 2017, Abécédaire pour le temps présent, qui est en vente ici, La pensée sauvage et Yanamar, édition Jo Briand 2015. Jo Briand, voilà, est-ce que vous pouvez vous pousser madame un petit peu s'il vous plaît? Voilà, vous pouvez libérer une place. Davantage, merci. Voilà, puisque le titre c'est Un monde solidaire et durable est-il possible? On va être solidaire, on va faire de la place pour la dame à côté. Jo Briand est un témoin passionné, solidaire des combats et des espoirs des peuples et des citoyens, citoyennes des 5 continents qui veulent faire entendre leur voix et aspirent à vivre dans la dignité. Alors aujourd'hui c'est le jour du printemps. On a souvent parlé du printemps des peuples, printemps arabe, printemps de Prague, printemps des peuples en 1848, et malheureusement, il y a rarement eu des étés des peuples. Et on est passé directement à l'automne, donc Jo est là aujourd'hui pour dire qu'il y croit encore, et on est encore beaucoup à y croire. Et on va voir concrètement aussi ce qu'on peut faire.
pour présenter ton livre, bon, j'ai pris beaucoup de notes et je ne vais pas essayer de faire trop long, mais en même temps c'est bien de donner un aperçu. Hein. Tu parles d'un système extractiviste. J'ai trouvé que ce terme était intéressant, parce que l'homme effectivement la société fonctionne en extrayant des choses, et on est passé d'une société où on était plus intégré dans des choses durables comme le bois, les énergies naturelles, mais le système extractiviste, quelque part, c'est aussi le prolongement de l'homme qui s'est extrait lui-même d'abord de la nature. L'importance des faits et des chiffres, effectivement, tout je vais revenir, ça c'est important. Pour moi, c'est une soirée aussi où on peut décider des choses pour agir. L'avinage, je ne l'ai pas présenté, c'est un lieu relais pour la finance éthique, la nef, pour le tourisme solidaire, pour le droit des peuples indigènes et les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il y a aussi des actions directes qu'on peut faire à l'issue de cette soirée pour un engagement concret, non violent, mais qui aille à l'encontre des logiques marchandes. Alors ça, c'est pour la règle du débat, j'en parlerai tout à l'heure. Une règle aussi, pour moi, c'est que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Ça peut apparaître un peu un cliché, mais on s'aperçoit que souvent, quand on cherche à être d'accord sur tout, à l'arrivée, on est d'accord sur rien. On se retrouve divisé alors que quelques personnes qui, elles, sont d'accord même avec beaucoup d'hypocrisie, finissent par manipuler beaucoup de personnes qui se cherchent la petite bête, comme on dit. Alors, dans l'introduction, hein, tu parles de l'anthropocène. Alors, c'est un terme intéressant, hein, cet anthropocène. Donc, on est passé de l'holocène à l'anthropocène, et holocène, moi, ça me fait penser à la scène, c'est-à-dire au temps du tout, puisque holos en grec, ça veut dire le tout, c'est-à-dire du moment où tout était intégré, au moment où l'homme est en train donc d'amener un changement extrêmement dangereux avec la 6e extinction des espèces. Donc, cette expression de l'holocène à l'anthropocène, c'est important, c'est l'homme qui prend toute la place. Hein. On peut dire que dans les sociétés anciennes, l'homme essayait de mettre son désir en harmonie avec l'ordre du monde, ou sacrifier son désir à l'ordre du monde, et aujourd'hui, il sacrifie l'ordre du monde à son désir. Et on voit que ça ne peut pas durer. Je peux vous poser une question? Après. Après, d'accord. Non, monsieur. Alors, ça, c'était des notes de passage. Je prends un peu mon temps, mais parce que c'est, voilà, il y a des choses que je pourrais dire après. Alors, tu rappelles dans le 2e chapitre, climat, c'est mal parti, trop tard, point d'interrogation, changer le système, hein, que la Chine, les USA et le Golfe et les États du Golfe ne se sont engagés sur aucun effort véritable, hein, suite à la conférence de Paris, et qu'il y a le droit à polluer, c'est-à-dire que, encore une fois, les riches achètent leur droit à polluer. Et je me dis, mais en fait, c'est comme dans la justice, quand on peut échapper à la justice en payant une caution, ça prouve bien que la justice est une justice un petit peu vendue. Hein. C'est eux qui le font, c'est pas nous. Ah oui, il y a un droit pollué qui a été instauré, et un État ou une entreprise peut acheter, même un pays peut acheter le droit de polluer, je dirais, en achetant ce droit à polluer auprès de quelqu'un qui a moins pollué, qui est en dessous de la moyenne qu'on lui a permis. Donc, puisque vous polluez un peu moins que ce qui avait été proposé, à ce moment-là, je vous achète un droit de polluer, moi je pollue un peu plus pour que... Voilà, et ça c'était encore antérieur à la conférence de Paris, hein. Ça oui, fait déjà longtemps. Depuis 7-8 ans déjà. Voilà. 3e chapitre, cette barbarisation et cette militarisation du monde pour un désarmement généralisé, notamment nucléaire. Hein. Voilà. Alors tu parles de quelque chose de très intéressant que j'ignorais, c'est le pacte Quincy. C'est-à-dire qu'en fait, tu écris hein, à la page 13, les USA et l'Arabie Saoudite sont liés par un pacte inouï, peu connu depuis 1945. Cette année-là, le président Roosevelt a signé avec le roi d'Arabie Saoudite à bord du croiseur USS Quincy, le pacte Quincy qui, en échange de la protection militaire et politique de la dynastie des Saouds, donne aux USA un accès privilégié à l'exploitation du pétrole d'Arabie Saoudite pour une durée de 60 ans, pacte qui a été renouvelé en 2005 pour un nouveau bail de 60 ans. Voilà. Donc ça explique une grande partie de la politique étrangère des États-Unis, et pas seulement au Proche-Orient et de ce qui se passe aujourd'hui. Ici, par exemple, l'Arabie Saoudite en ce moment est en train de bombarder, de détruire littéralement le Yémen, la péninsule du Yémen,
les États-Unis ne diront rien, au contraire, puisque c'est avec les armes, mais les bombardements, les armes, d'une part que nous le vendons, parce que la France est le troisième vendeur d'armes, et puis les États-Unis, par conséquent, l'Arabie Saoudite, c'est la grande alliée des puissances occidentales. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut détruire tout un peuple, alors elle bombarde, c'est affreux ce qui passe au Yémen, mais on ne dira rien, parce que c'est l'allié des grandes puissances, notamment des États-Unis. Parce que la rébellion chiite des Houthis, qui sont un peuple, une minorité du nord du Yémen, menaçait effectivement les immenses réserves de l'Arabie Saoudite dans le sud du pays, à la frontière du Yémen. D'où la guerre totale au Yémen que l'Arabie Saoudite fait, parce qu'ils avaient aussi viré le président au service de l'Arabie Saoudite au Yémen. Chapitre suivant, ces inégalités mortelles. Tu cites cette anecdote, mais qui est assez lourde de sens. Dans un pays riche comme les États-Unis, des dizaines de milliers d'Américains pauvres ont pour seule ressource de vendre pour $60 chaque semaine 2 litres de leur sang, ce qui explique que les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de plasma. Et moi je confirme, j'ai été guide de voyage pendant des années dans une quinzaine de pays du monde, dont en Inde, Proche-Orient, Europe, Amérique centrale. Et en 97 aux États-Unis, j'ai retrouvé une pauvreté et une misère qui pour moi était comparable uniquement à l'Inde, dans les rues, quoi. Et ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, mais finalement, c'est deux des plus grandes démocraties du monde, mais pour avoir aussi voyagé au Proche-Orient dans des dictatures que je n'ai jamais cautionnées, comme celle des Assad, je me suis rendu compte que parfois, malheureusement, il y avait des dictatures qui prenaient mieux soin des besoins fondamentaux de leur peuple que certaines démocraties. Bon, pour différentes raisons. D'où la notion de démocratie qui est pas à remettre en question, hein, mais qui a amélioré, on va dire. Je voudrais rajouter que les 8 personnes les plus riches dans le monde sont aussi riches que les 3 milliards d'habitants les plus pauvres. Voilà. C'est quand même c'est incroyable. Voilà. Alors, tu dis, en France, 2,7 millions de personnes gagnent plus de 65 000 € par an, c'est-à-dire 5 500 € par mois, en moyenne, si j'ai bien calculé. Du coup, ça montre aussi la possibilité qu'il y a en France de créer une banque éthique dans laquelle iraient en masse plus de 2 millions de personnes. Et ça changerait, ça ferait vraiment une révolution pacifique en France. Voilà. Et ces gens-là ont les moyens de passer dans une banque éthique sans aucun problème. Hein. Voilà. Cette phrase de Lord Griffiths, vice-président de la banque richissime Goldman Sachs, l'opinion doit apprendre à tolérer l'inégalité comme moyen d'atteindre parce qu'on peut toujours l'attendre, moyen d'atteindre une plus grande prospérité pour tous. Donc ça, c'est le fameux trickle-down effect du libéralisme, c'est-à-dire on dit si la coupe au sommet de la fontaine de champagne est pleine, ça va forcément dégouliner sur les autres coupes et tout le monde va s'enrichir. Voilà. Ça s'appelle la théorie du ruissellement. Voilà, le trickle-down effect, qui justifie toujours l'enrichissement. Bon, mais on voit que l'humain n'est pas une pyramide de champagne. Ensuite, tu cites les conventions très intéressantes, hein. Lomé 75, Cotonou 2000. Il faut enfin remettre impérativement en question les accords de partenariat entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ex-convention de Lomé 1975, de Cotonou 2000, accord imposé de fait par l'Union européenne et entraînant la suppression des droits de douane. Ce qui en revient à enlever toute protection des pays en développement. Voilà. Et ça, je l'ai constaté personnellement aussi en Inde. En 1992, l'Inde, pour avoir des prêts d'argent de l'Union européenne et des États-Unis, a été obligé de faire tomber ces barrières douanières, et ça a été une catastrophe pour la petite industrie et pour l'agriculture indienne. Hein. Voilà. Alors, là, tu cites, en 2011, très intéressant, hein, une expérience pilote est menée principalement par des femmes, depuis 2011 par l'association SEWA, Self-Employed Women Association, portant sur 4000 habitants dans 8 villages qui reçoivent environ 4 € par mois. Résultat nettement observable, amélioration de la situation alimentaire, etc. Ça, c'est par rapport au projet de revenu minimum universel. Oui, c'est des exemples voilà. De modestes mais importants. Donc, on passe sur les 290 000 paysans indiens qui se sont ôtés la vie les 20 dernières années. Hein, par rapport entre autres au coton transgénique. Et en France, il y a il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 mois. Non, tous les 2 jours, tous les 2 jours.
en France, tous les 2 jours. Le chapitre suivant, travailler pourquoi, comment, pour produire quoi, hein, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc bon, par rapport aux actionnaires, ça c'est des choses que l'on sait. Le chapitre suivant, non à la numérisation, à la robotisation et à la transhumanisation de nos vies. Alors une phrase de George Orwell, hein, auteur de 1984, la pente naturelle de la machine consiste à rendre impossible toute vie humaine. Voilà, c'est important. Et ensuite, cette phrase de je ne sais plus quel gourou du transhumanisme, hein, ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap, ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Dans Libération, le 12 mai 2012. Donc là, c'est la question du transhumanisme, hein, qui avance à grands pas. J'accélère un petit peu, sinon on risque de ne pas arriver trop au dialogue. Il y a aussi tout un... on va pas, mais, sur le numérique, il y a une réflexion importante à avoir, parce que le numérique, je dirais, ça pose beaucoup de problèmes. D'une part, je dis ça parce que je complète un peu ce que tu dis, c'est important. D'une part, chaque clic que vous faites sur un ordinateur, ça n'a pas l'air, mais c'est une toute petite parcelle d'électricité, se multiplie par des millions de clics chaque seconde dans le monde, ça fait une quantité d'électricité très considérable. D'autre part, pour fabriquer les ordinateurs ou les smartphones, etc., il faut beaucoup de minerais, au moins 50 de minerais. Par conséquent, les extraits-là, on les trouve au Congo, dans différents pays, et ils sont extraits dans des conditions épouvantables. Il y a des enfants qui meurent pour nos portables à nous, si on peut dire. Hein. Eh ben, le coltan et d'autres minerais sont nécessaires et sont exploités dans des conditions épouvantables. De même aussi que les ordinateurs, ils sont assemblés en Chine, en Turquie, dans différents pays, et aussi en Slovaquie, dans des conditions d'exploitation inimaginables. Et d'autre part, tous les ordinateurs qui sont censés être renouvelés, il faut bien les jeter. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, ils sont transportés dans des pays pauvres pour les mettre dans des déchetteries où ils ne sont pas du tout traités. Et on n'imagine pas la quantité inimaginable des millions de tonnes que ça représente. Hein. Donc oui, ça pose beaucoup de problèmes. Et d'autre part, je vais terminer, c'est que une société a fait une étude aux États-Unis pour voir si... parce qu'on nous dit, pour les journaux par exemple, on dit qu'il vaut mieux s'abonner en numérique, ça revient moins cher que le papier. Eh bien, il y a quelqu'un qui a calculé que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on calcule tout, hein, eh bien, l'envoi d'un journal en papier coûte 2 fois moins cher que l'envoyer en numérique. C'est on calcule tout, en amont et en aval, tous les frais que représente le numérique. Par conséquent, vous voyez, il y a une réflexion par rapport à ça, et ça, c'est important. Hein. Mais bon, ok. Alors, pour expliquer donc comment fonctionnent les nanoparticules, parce qu'on en parle beaucoup, même si on est à Grenoble, on n'est pas forcément au courant. Donc tu expliques, le physicien Richard Feynman, qui est un génie, hein, a découvert dans les années 70 et démontré concrètement qu'il était possible de manipuler les atomes un à un et de les agencer en structures cohérentes de petite taille, d'où nano. Hein. Les appareils ont été progressivement mis au point, les microscopes à effet tunnel, à effet atomique, nanotubes, permettant l'essor des nanotechnologies. Voilà. Je passe ensuite, donc on arrive au chapitre économique, croissance, décroissance pour une société solidaire et durable. Et là, une phrase de John Stuart Mill, hein, qui était quand même un philosophe et un économiste anglais, pourtant pour le capitalisme, qui dit « Si la Terre devait perdre la plus grande partie de sa beauté en raison des dommages provoqués par une croissance illimitée de la richesse, alors je souhaite sincèrement, pour le bien de la postérité, qu'on se contente de rester là où l'on est dans les conditions actuelles avant que nous soyons contraints de le faire par nécessité. » Ça rappelle aussi même ce que disait Adam Smith, hein, qui en réalité détestait l'exploitation de l'homme par l'homme. C'était un libéral dans le sens où il voulait laisser passer les marchandises, mais c'était pas du tout quelqu'un qui était pour l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc le libéralisme n'est pas ce qu'on en a fait, même si on... Voilà. Ensuite, je passe rapidement, bidonville, personne à la rue, un toit, c'est un droit. Le chapitre suivant, des médias indépendants et citoyens, est-ce possible? Alors, tu rappelles à qui appartiennent les grands médias, peut-être que
Ici, tout le monde est déjà au courant, mais ça fait du bien de le rappeler. Donc, groupe LVMH, financé par Bernard Arnault, 35 milliards d'euros. Le Parisien, les Échos investir l'opinion art radio classique. Pour Bolloré, Institut CSA, Télécom, Canal+, Havas, Vivendi, Direct Matin, Harris, Direct Matin. Le Monde Libre, point d'exclamation. Financé par Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Donc, Le Monde, Midi Libre, l'Obs, Cours International, La Vie, etc. Je fais dans ce chapitre-là, j'ai fait un récapitulatif très précis d'une quinzaine de groupes bancaires qui maîtrisent, qui contrôlent et qui possèdent quasiment, je dirais, 90% des médias français. Voilà. Hein, ça, c'est très important. Voilà. Donc, les médias, sauf des médias alternatifs, mais ils sont quand même peu nombreux, la plupart des médias sont contrôlés par les puissances d'argent. Voilà. Bon, ce qui explique que forcément, il n'y a pas la version véritable des faits. Le chapitre suivant, femmes et genre, contre toutes les violences, quel droit? Donc là, c'est sur un sujet, justement, qui provoque beaucoup de divisions, la question du genre. Donc je pense que... Et les inégalités aussi, les violences imposées aux femmes. Voilà. Là, je pense qu'on sera tous d'accord. Alors, j'ai noté qu'on exalte l'ordre... Ah, mais j'arrive pas à me relire, donc c'est pas grave, je retrouverai tout à l'heure. Et voilà, donc ça permet de passer un peu plus vite. Oui, voilà, ce que j'ai noté, c'est que souvent, en fait, dans ces questions, souvent on oublie les enfants. C'est-à-dire dans la question du genre, du droit à droit, bref, enfin, voilà, c'est une notation que je fais ici. On dit qu'on a fait beaucoup de progrès par rapport au siècle passé, par rapport aux droits des enfants, c'est vrai, mais je trouve qu'en l'occurrence, on oublie les enfants, et là, il y a quand même pour moi quelque chose à revoir, et peut-être que si on donnait à l'enfant le choix, parce que c'est lui qui doit être éduqué, ça permettrait aussi d'inclure quelqu'un d'autre dans ce débat qui a beaucoup divisé. Voilà. Oui, moi je trouve, et je ne pense pas que tu me contredises, qu'on revient dans un scénario de polarisation au niveau de la politique qui évoque un peu les années 30, c'est-à-dire qu'on a un capitalisme qui est débridé. De l'autre côté, on a un retour de l'extrême gauche qui est bien compréhensible, un retour du nationalisme qui est aussi compréhensible parce que les gens veulent s'appartenir et ne veulent pas que les décisions soient dictées entre 15 personnes du Conseil européen qui n'ont jamais été élues. Il n'y a pas que ça. Oui, non, bien sûr. Ils ne veulent surtout pas ils veulent surtout se centrer sur une sorte d'identité nationale qui exclut l'étranger et le migrant. Oui, mais c'est aussi des gens qui ont été déclassés pendant des années et systématiquement trahis par tous ceux qui prétendent les défendre. Voilà. Donc ils se réfugient dans le dernier parti qui ne les a pas encore trahis. Et puis le communautarisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on cherche à cantonner l'humanité en dire soit tu es avec le libéralisme parce que c'est le progrès, hein, c'est le défenseur du bien, bon, les États-Unis et puis d'autres pays, soit on passe dans l'opposition, on se dit bon, mais il faut revenir au lutte. Et donc on essaie de nous enfermer dans ce quatuor infernal, avec ce qui est nouveau par rapport aux années 30, ben, c'est le communautarisme, avec un retour un peu au fondamentalisme religieux, qui se présenterait comme un retour à l'âge d'or, hein, ou bien comme une possibilité de se sauver après vie, quoi. Donc pour moi, ces quatre tentations sont extrêmement dangereuses, hein, et surtout divisent énormément les gens. Démocratie, et si nous reprenions le pouvoir, bon mais ça on va pouvoir en discuter. Tu dis, dans une acception plus large, cette gestion partagée peut concerner une association, un immeuble, un quartier, pourquoi pas un village, une ville. Moi, je pense qu'actuellement, à Grenoble, on a un peu une chance historique, hein. À ce niveau-là, il faut en profiter. Moi, je suis arrivé à Grenoble il y a une vingtaine d'années, et c'est la seule ville de France, pourtant j'ai habité dans beaucoup de villes, où j'ai l'impression que la population peut faire la ville. Et ce qui s'est passé ces dernières années... à Grenoble, il y a ce qu'on appelle par exemple le budget participatif, oui. Où les gens peuvent choisir des projets et que ce soit financé par la ville. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est idéal ce que fait la politique municipale, ça c'est un autre débat. Ça. Voilà. Alors, attendez, on va faire pour la dame là. Je vous prie de m'excuser, je dois m'en aller.